Quoi, Alexis? Ouais, sauf Claude. Washia. Ouais, Jay. Alors, cette semaine, à Quoi Bonjour, on reçoit Karine Gentelet, professeure agréée du département des sciences sociales et directrice scientifique en collaboration avec la société civile Obvia et titulaire de 2020-2002 d'une chaire en intelligence artificielle et justice sociale. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir Wydia Larivière, cofondatrice de Mikana, impliquée aussi activiste avec Idle No More, pour nous parler du livre 500 ans de résistance autochtone de Gord Hill. Un bien beau menu. Oui, toujours un plaisir de s'entretenir avec Wydia. Madame Gentelet, ça va être une première pour moi. Alors, pour parler avec Madame Gentelet, on va parler spécifiquement de décolonisation informationnelle et souveraineté des données numériques des premiers peuples. Madame Gentelet, bonjour. Bonjour. Alors, Ouais. Bonjour. alors comme je le disais, donc, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de décolonisation informationnelle et souveraineté des données numériques des premiers peuples. La décolonisation informationnelle, c'est quoi en version un peu plus simplifiée? Puis lorsqu'on parle de la souveraineté des données numériques, de quelles données numériques est-ce qu'on parle spécifiquement? OK. Donc, sur la souveraineté informationnelle, en fait, c'est quelque chose qui a été une préoccupation depuis de nombreuses années de plusieurs premiers peuples au Canada, mais ailleurs dans le monde. Autrement dit, c'est le contrôle des informations qui les concernent. Contrôle, la possession, le stockage et la décision de rendre certaines informations publiques ou de les utiliser pour un programme ou pour une autre fonction. Donc c'est ça la souveraineté informationnelle. Les données numériques, en fait, ce sont des données qui sont celles qui sont produites dans l'espace numérique, donc qui sont souvent chiffrées et qui sont, si vous voulez, un peu dématérialisées. Donc, ce sont les données qu'on produit quand on va sur Internet, quand on interagit soit avec une application ou quand on interagit avec une plateforme, par exemple, ou quand on remplit un formulaire. C'est à peu près ça, ces données-là. Les données statistiques deviennent des données numériques, par exemple. Ce sont des chiffres. Donc, en fait, c'est une information qui devient un chiffre. Et donc, les sources pour ces informations-là, ces chiffres-là, ces statistiques-là, les sources, ça va être, comme vous le dites, là, ça va être en allant sur Internet, je présume peut-être les télés intelligentes aussi, et c'est vraiment, ça peut être sur nos habitudes de consommation jusqu'à de l'information plus sensible et confidentielle, c'est ça? Oui, tout à fait, mais c'est aussi les interactions que on peut avoir comme citoyen ou comme personne avec des institutions publiques. C'est des informations qu'on donne, par exemple, soit à Santé Canada, puis par exemple, on sait qu'au Québec, à un moment donné, on parlait d'avoir des dossiers santé numérique. Donc de l'information qu'on a sur nos profils de l'ARC. C'est un peu tout ça, si vous voulez. C'est à la fois des données qu'on produit en allant sur des sites, mais aussi des données qu'on produit comme citoyens et qui sont utilisées notamment par les gouvernements pour prendre des décisions sur où investir. Par exemple, c'est sur des données qu'on s'appuie pour décider le nombre de CPE qu'on va ouvrir, pour si on va mettre plus d'autobus, par exemple, un soir entre 4 à 6 heures, par exemple, c'est ce genre de choses. C'est assez vaste, en fait. Puis, on le sait, en recherche universitaire, les données de recherche, c'est souvent un enjeu. Il y a des protocoles qui sont développés chez Karine pour t'avoir vu travailler. C'est quelque chose pour lesquels tu es très sensible. Euh, mettons, en recherche universitaire, on va commencer par ça pour expliquer à nos auditeurs comment on fait pour respecter la souveraineté des peuples autochtones, puis le fait que quand on va sur les communautés autochtones, il faut redonner à la communauté, à quelque part, accès à ces données-là, puis qu'il y ait un échange, une réciprocité. Puis ensuite, on pourra parler des datas, mais en recherche universitaire, comment on le fait en ce moment? Alors,
Suite justement aux pressions de nombreuses organisations autochtones de dire écoutez, la recherche ne peut plus se faire contre nous, elle doit se faire avec nous. Elle a été mise en place notamment un protocole de recherche avec les Premières Nations qui a été validé par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, donc qu'on utilise au Québec, mais aussi les agences subventionnaires de recherche, alors il y a au fédéral et au provincial, utilisent des lignes directrices justement pour inclure et inciter une collaboration avec les premiers peuples qui collaborent à ces recherches. Et donc, ce qu'on utilise notamment en recherche, ce fameux les principes PCAP qui sont propriété, contrôle, accès et possession. Et donc, quand on entre en collaboration avec une communauté, par exemple, ou un groupe qui participe à la recherche, ça veut dire qu'on s'assure que non seulement le projet réponde à leurs besoins, mais que toutes les données qui seront produites respectent ces principes PCAP. Donc qu'ils en aient la propriété, qu'ils en aient le contrôle, qu'ils en aient l'accès et qu'ils en aient la possession. Et ce pour éviter, par exemple, on l'a vu dans d'autres recherches il y a plusieurs années, le chercheur ou la chercheuse repartent avec les données qui peuvent être par exemple des données biomédicales et que la communauté n'en entende plus parler et qu'elle ne puisse plus utiliser ces données-là parce qu'elles appartiennent aux chercheurs. Donc elles sont non seulement pas capables de les retracer, mais pas d'y avoir accès. Et des fois, ce sont des données, par exemple, qui peuvent aider le conseil de bande ou qui peuvent aider une institution en santé qui est sur communauté à prendre des décisions. Donc, c'est la raison pour laquelle, en recherche, en tout cas en sciences sociales, et c'est en train de s'étendre dans d'autres types de disciplines, ce sont ce genre de protocoles qu'on utilise. Est-ce que c'est un enjeu aussi pour la recherche dans les sciences de la nature? Disons, on l'a vu avec certains exemples où on a des chercheurs de compagnies biopharmaceutiques qui viennent dans les communautés chercher des connaissances, repartent avec elles, puis vont les breveter après. Ben, c'est un enjeu, effectivement. Je sais que j'ai beaucoup de collègues, notamment à la Commission de la santé et des services sociaux du Québec et du Labrador, des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui travaillent là-dessus. Oui, c'est un enjeu parce que c'est aussi un pillage des savoirs et des connaissances traditionnelles. Donc, oui, il y a des protocoles qui sont mis en place exactement au même niveau que ce qu'on fait en sciences sociales. Les agences subventionnaires aussi qui utilisent, qui financent ces projets-là, sensibilisent vraiment énormément les chercheurs. En fait, elles font plus que les sensibiliser, elles leur demandent de se plier à ces protocoles-là. Donc oui, il y a quelque chose qui se fait, c'est pas parfait, je pense, sachant par exemple que l'industrie privée n'est souvent pas inclus dans ce genre de protocole qui s'adresse au financement public. Mais il y a énormément d'initiatives et je sais que mes collègues mes collègues autochtones sont vraiment extrêmement mobilisés pour protéger le plus possible les savoirs et les connaissances, les systèmes de connaissances. Les scientifiques, les chercheurs qui veulent aller justement dans les communautés pour faire de la recherche ou justement là, dans les cas qu'Alexis vient de mentionner, est-ce qu'ils sont réceptifs à intégrer ces protocoles-là? Est-ce qu'ils comprennent bien ou c'est plutôt ils aimeraient plutôt continuer à s'accaparer ces connaissances-là, ces données-là? Maintenant, en 2024, c'est extrêmement bien utilisé. Et de toute façon, c'est vu aussi, je pense qu'il y aura toujours des réfractaires, on est d'accord, mais c'est rentré vraiment dans les pratiques, ne serait-ce parce que les agences subventionnaires l'exigent. Donc, quand on a notamment remplit des demandes de subvention et qu'on identifie que le sujet va toucher les peuples autochtones, on est obligé de faire attention et de prouver que justement ce sera fait en collaboration. Donc les chercheurs le font et ça amène aussi une recherche de qualité parce que ça veut dire qu'on a accès à des informations auxquelles en tant que chercheur non autochtone on n'aurait pas accès quand on inclut la communauté. Ça amène aussi à des angles de recherche qui sont beaucoup plus intéressants parce que par exemple moi Karine, vous l'entendez à mon accent, je suis pas née ici. Et donc, il y a des choses que je vais voir, que je vais concevoir d'une certaine manière, mais qui ne seront pas représentatives d'une réalité ou même d'un besoin. Donc, d'inclure des personnes qui viennent de ce territoire-là, qui ont une connaissance approfondie, qui ont une expertise approfondie, ça permet bien évidemment d'avoir une recherche qui est beaucoup plus, on va dire, socialement pertinente et qui est encore plus pertinente pour le groupe
va être impacté par cette recherche ou pour laquelle cette recherche va répondre à un besoin. Donc, il y a une pertinence sociale et en anglais le mot c'est accuracy, mais il y a bien sûr, une précision. Merci, une précision beaucoup plus forte quand la communauté est impliquée. Mais ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que avec l'omniprésence de l'intelligence artificielle et surtout d'une grande dématérialisation des interactions. Et puis la pandémie en a été le reflet le plus flagrant, c'est-à-dire on ne peut plus sortir, donc on était obligé forcément d'aller sur l'ordinateur, d'interagir comme ça. C'est qu'on a tout de suite compris l'importance de toutes ces données-là qui n'étaient plus, si vous voulez, les protocoles notamment vont sur des données qui sont tangibles, qu'on voit, mais tout ce qui est un peu dématériel, autrement dit, dans l'Internet, oui. Là, c'est ou justement chiffré, qui disparaît un peu, qui est moins visible, on va dire. Il y avait des enjeux là-dessus en termes de souveraineté. Et ce qui s'est passé, notamment auprès de nombreuses organisations, puis on le voit vraiment à l'international, où des groupes autochtones se sont dit, mais on a tellement lutté pendant ces 30 dernières années pour justement affirmer notre souveraineté informationnelle, pour maîtriser non seulement l'image qu'on renvoyait de nous, qui a été durant la colonisation une image qui était très négative, donc on avait réussi à renverser un peu cette vapeur-là, à contrôler un peu. C'est comme si on a l'impression qu'avec le déploiement massif d'outils d'intelligence artificielle et d'utilisation de ces big data, donc que les données qui concernent les peuples autochtones soient noyées dans des milliards et des milliards de données, fait que tout d'un coup, on dit on perd le contrôle sur cette information-là et tout ce que on avait mis en place pour protéger notre souveraineté vient se dissoudre. Et c'est notamment pour ça que certains groupes autochtones parlent de recolonisation par le numérique. Et donc tous les efforts de contrôle et de prise de pouvoir, notamment par la décision, c'est comme s'ils se trouvaient effacés parce que toutes les données qui sont collectées, puis on est d'accord qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de données, c'est pour ça qu'on parle des données massives, qu'on ne peut pas tout contrôler, mais au moins certaines données importantes, ce serait important à chaque fois qu'on va sur un site Internet puis on dit autorisez-vous les cookies ou les choses comme ça à agir, c'est qu'on autorise en fait qu'on prenne des données sur nous. Mais oui, mais c'est comme l'utilisation de notre cellulaire aussi, nos télévisions intelligentes, on envoie de l'information partout. Les communautés autochtones, certainement, lorsqu'il y a des protocoles en place comme ça doit les inciter. Ils doivent être beaucoup plus motivés à participer à ces recherches-là. Et si des chercheurs ou un programme de recherche ou de collecte de données ne se dote pas d'un protocole, justement une certaine entente où est-ce que les Premières Nations concernées puissent avoir accès aux données récoltées et aux statistiques, s'il y a un refus d'avoir un tel protocole, les Premières Nations peuvent refuser aussi d'accueillir cette recherche-là dans leur territoire et dans leur communauté. C'est en fait justement, c'est la raison pour laquelle ces protocoles sont là, c'est la possibilité, en fait, c'est pas la possibilité, c'est que les gens prennent conscience qu'ils peuvent dire non, tout simplement. Et des fois, ils n'osent pas, mais en fait, c'est ça, c'est de dire non. Et d'ailleurs, c'est ce qui a sensibilisé énormément les chercheurs, c'est que soit ils prenaient le protocole, soit ils ne pouvaient plus faire leurs recherches parce que la communauté disait non. Au bout d'un moment, si on ne fait plus de recherche, on ne peut plus faire de recherche parce que les gens disent non. On n'a plus lieu d'être chercheur. Donc, c'était un autre incitatif. Mais en fait, c'est à ça que ça sert aussi. C'est de dire aux gens, vous pouvez dire non. Et non seulement vous pouvez dire non, mais vous pouvez dicter vos conditions. Et l'idée, c'est d'avoir une recherche qui bénéficie à toutes les parties. Karine Gentelet, professeure agréée au département des sciences sociales, directrice scientifique Sierra, Université du Québec à Outaouais, directrice scientifique, collaboration avec la société civile Obvia. On va prendre une petite pause. On revient après la pause musicale. Alors, en musique, on va aller entendre la chanson de Scott George et les membres de la nation Osage qui ont chanté Wazaze, et qui est A Song for My People, une chanson pour les miens. Et c'était la chanson qu'on a eu la chance d'entendre lors de la cérémonie des Oscars qui a eu lieu le 10 mars dernier.
juste à l'entendre, j'ai encore des frissons. J'ai été émue même en voyant ça. On pourra en reparler plus en fin d'émission. Donc, c'était Scott George et les membres de la nation Osage avec Wazazé, A Song for My People. Miigwech, Sophie-Claude. De retour avec notre invitée, donc Karine Gentelet. On parle donc, on a parlé de colonialisme, parlé d'ADA, et on a maintenant des stratégies de décolonisation informationnelle. Quel genre de stratégie on pourrait avoir? Est-ce qu'on parle de témoignages par les données ou de l'éducation populaire? Comment on fait ça de la décolonisation des data? Ah, c'est un long processus et en fait c'est le même type de processus de renforcement des capacités que la décolonisation informationnelle avant, hors contexte du numérique par exemple. OK. Donc c'est à la fois de l'éducation sur qu'est-ce que ça veut dire exactement, parce qu'en fait déjà, juste consentir à donner ces données, à accepter, par exemple, on est sur un site qui nous dit, OK, est-ce qu'on consent? Je pense qu'on ne comprend pas tous exactement à quel point est-ce qu'on consent. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite de ça, donc comprendre. Oui, Je pense puis qu'il y a Oui. c'est quoi l'alternative au non-consentement? C'est pas avoir accès souvent au site. Oui, c'est ça. Puis c'est correctement en fait plein de fois quand on me dit non, bah je dis bah d'accord, je vais sur un autre site. Il y a toujours des alternatives. C'est-à-dire que mais faut être en position de se dire je peux le faire et c'est correct. Un autre élément qui est, je pense, de se permettre de poser des questions. Parce que c'est un autre enjeu avec lequel je travaille beaucoup en intelligence artificielle. Sur les impacts sociétaux, ça touche aussi le numérique, mais c'est que les gens se disent « Ah, mais moi, j'y connais rien, donc je ne me permets pas de poser de questions. » Non. En fait, tout ce qui nous concerne, on doit être en mesure de se poser des questions. Donc, la décolonisation des enjeux du numérique, c'est ça aussi. C'est-à-dire, ça va me concerner. Si j'ai pas l'impression que ça me concerne maintenant, c'est peut-être que je suis pas au courant, mais peut-être que ça me concerne pas, mais ça va me concerner à un moment donné. Donc, c'est important que je me renseigne. Et donc, c'est par assister à des formations. Il y a il y a des organisations qui donnent des formations sur qu'est-ce que l'IA, etc. Ça, c'est la première des choses. Et je pense aussi que, et c'est ce qui est en train d'être fait par notamment la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, c'est d'avoir des lignes directrices pour justement outiller les communautés qu'est-ce qu'on fait avec les données, est-ce que quand on héberge des données par exemple sur le cloud, est-ce que ces données-là, est-ce qu'on peut mettre tout type de données? Est-ce qu'il y a des données, on sait par exemple, il y a des données en termes de revendications territoriales ou en termes de ressources phoniques ou de sites sacrés par exemple, est-ce qu'on peut les mettre là? Il y a toute une réflexion à avoir pour déconstruire un peu qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce que c'est le cloud, tout ce vocabulaire-là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Par Et en exemple, fait, oui. si pour illustrer qu'est-ce que vous dites, tu sais, souvent, nous autres, on va faire affaire individuellement, des fois, avec des entreprises comme Google ou Amazon ou des choses Oui. comme ça. Puis, ces entreprises-là offrent aussi souvent des services à des organisations comme les peuples autochtones ou des entreprises. Juste comme, par exemple, avec le Patriot Act aux États-Unis, nous, les avocats, on nous recommande, puis même on nous dit, allez pas utiliser des serveurs américains pour les Exactement. données qui sont sensibles. Est-ce que c'est un peu la même chose C'est qu'on exactement pourrait ça. avoir comme réflexion dans les Premières Nations? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on met et où on le met? Un peu comme quand on a un rapport confidentiel, est-ce qu'on le laisse traîner sur la table dans un endroit de passage ou est-ce qu'on le met dans un placard qui est serré à clé et qui a la clé? C'est exactement ça. Et comment est-ce que l'information pour retrouver ce rapport-là, comment est-ce qu'il est partagé? C'est exactement ça. Donc en fait, toute la réflexion qui se faisait sur les données sensibles indépendamment qu'elle soit numérique, là, quand je parle d'un rapport, des choses comme ça, on doit l'avoir aussi pour tout ce qui est le contexte numérique et pour les big data, ça c'est autre chose parce qu'il y a il y a plus une histoire de contrôle et de participer à la prise de décision, mais sur les données numériques, c'est vraiment un enjeu qu'on doit avoir et qui est amorcé. Je sais que la réflexion est amorcée sur comment est-ce qu'on doit faire. Mais ce changement-là, en fait, ça vient de ce qu'on appelle en sociologie la dématérialisation. Parce que quand on n'a pas quelque chose sous les yeux, on en oublie des fois l'existence. Et on peut en oublier l'importance dans nos vies quotidiennes. Et ce qu'on voit, c'est que les données, actuellement, c'est de l'or. Parce que ça permet
d'informer les gouvernements sur qui on est, ça permet d'informer l'entreprise privée, ça, à bon et à mauvais escient, je veux dire, c'est dans les deux sens. Mais ça veut dire qu'il y a un enjeu où il faut réfléchir justement sur ces données, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on met dessus ou pas, qu'est-ce qu'on partage, et c'est la même chose. Et par exemple, on l'a vu avec c'est l'exemple que je cite tout le temps, mais avec Wade versus Roe aux États-Unis, où par exemple les données qui étaient, parce que c'est un autre enjeu dont on ne parle pas, c'est l'incidence sur les droits fondamentaux et la liberté civile. Mais par exemple, les données qu'ont partagées les femmes, par exemple, qui ont des applications pour suivre leur menstruation, il y a quand le jugement est sorti aux États-Unis, il y a des gouverneurs qui étaient contre l'avortement, qui disaient, nous, on va demander à un juge de nous autoriser à avoir toutes les données de ces femmes qui sont menstruées et on va les croiser avec leurs données de géolocalisation. Pour savoir exactement si ces femmes, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu leurs règles, et si elles se trouvent dans une zone où il y a une clinique d'avortement. Et on va les poursuivre. Ouf, ça va loin tout ça. Ça me fait peur, là. Ça me donne pas des bons frissons, ça, là. En fait, ça fait longtemps déjà que c'est un peu comme ça que ça va loin. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut être conscient de ça, et maintenant on peut plus se passer de la technologie. Je veux dire, le téléphone, la géolocalisation, ça fait partie d'éléments qui sont très importants dans nos vies. Individuellement, on devient dépendant aussi. Moi, je suis dépendante de mon cellulaire, je l'avoue franchement, là. Ben oui, puis on peut plus. Moi aussi, je peux plus m'en passer pour plein de choses. Puis ça facilite la vie aussi, c'est-à-dire que il y a des effets positifs, mais il faut aussi parler des effets négatifs, et donc trouver des outils pour que les gens aient conscience de ça, et conscience que il y a des choses qu'on peut faire, puis il y a des choses qu'il faudrait peut-être se méfier. Et c'est vers ça qu'il faut aller pour répondre à la question d'Alexis sur notamment comment est-ce qu'on fait pour décoloniser. C'est déconstruire et apprendre en fait. C'est éduquer. Pour ce qui est les premiers peuples en tant que tels, selon votre expérience, selon ce que vous voyez dans le cadre de votre travail, ils ont une capacité active à utiliser les technologies, mais pour ce qui est de la gestion des données numériques d'une façon décolonisée, est-ce qu'il y a une capacité ou c'est plutôt une capacité à bâtir pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes ces données-là? Je pense que c'est un peu tout. La capacité, elle est définitivement là parce que toute la réflexion qu'il y a eu, notamment sur l'éthique de la recherche, la collaboration en recherche, qui était un processus aussi de décolonisation de la recherche, a déjà été menée. Donc il y a eu vraiment une très grande expertise et très profonde dans les communautés, justement, sur l'inclusion. Et donc maintenant, il faut juste la transposer à l'inclusion en contexte numérique et en contexte d'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est le même processus aussi pour d'autres sociétés, d'autres groupes. Et donc, ça va venir, mais c'est là. Et un autre élément qui est vraiment très intéressant, c'est que justement, le fait que beaucoup, par exemple, de groupes soient éloignés, par exemple, des centres, fait que la réflexion sur l'importance de la technologie dans la vie quotidienne, elle s'est faite depuis beaucoup plus longtemps que les personnes qui sont revenues. Et la raison pour laquelle je fais cette réflexion-là, c'est que quand il y a eu je faisais une recherche avec des juges sur la visioconférence en salle d'audience, en contexte avec des premiers peuples. Et quand la pandémie est arrivée, je disais au juge, en Zoom, il dit, ça fait des années qu'on fait ça, on le sait, hein, puis les personnes dans la salle d'audience le savent, etc. Donc les gens étaient déjà familiers avec tout ça parce que les juges ne se déplaçaient pas forcément dans le Nord pour aller faire les audiences, et les audiences se faisaient par vidéoconférence. Donc dans le Nord et de là, ils avaient déjà l'habitude. Donc il y a déjà ça, cette habitude-là, cette réflexion est déjà amorcée. Et bon, vous pouvez me traiter de naïve, peut-être d'optimiste, mais je pense qu'il y a ça, c'est amorcé, cette prise de conscience, elle est en train d'arriver, et par la formation et par la réflexion, notamment qui se fait au niveau du Québec, ça se fait au Canada, ça se fait dans d'autres pays, en Australie, ça se fait en Nouvelle-Zélande, ça se fait chez les Samis aussi, on va arriver à développer, je pense, puis je m'inclus très, très modestement, mais je pense que les premiers peuples vont arriver à développer des outils qui vont permettre de réaffirmer, puis c'est un processus, parce qu'encore là on parle de milliards de données, mais de réaffirmer un peu plus une souveraineté sur ces données-là, puis ça va se construire morceau par morceau. Mais il y a du potentiel définitivement.
Tant mieux. Donc, Karine Gentelet, vous êtes optimiste en terminant. Oui, il y en a d'autres qui me prêtent de naïf, mais je préfère dire optimiste. Ben, Karine Gentelet, professeure agréée, département des sciences sociales, directrice scientifique au Sierra UCO, donc Kichimigwech, Oleone, pour votre participation aujourd'hui à l'émission. C'était très instructif. J'imagine que c'est tout un champ d'études qui est encore à définir encore. Exactement, on est vraiment au début et c'est ça qui est, comme en tant que chercheur, hein, c'est ça qui est assez intéressant de voir ce champ se déployer et un peu passer d'un univers extrêmement informatique et très avec des expertises en génie informatique, tranquillement et statistique, tranquillement immigrer vers les sciences sociales et tout ce qui est juridique, c'est vraiment intéressant. Bon. Donc merci beaucoup pour l'invitation en tous les cas. Merci beaucoup, c'était très intéressant et certainement ça amène à la réflexion. Merci Karine Gentelet. Merci. Au revoir. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. Oui, on va parler avec Widia Larivière, une Anishinaabe Kwai, Widia. Oui. Oui, Widia. Donc, autrice, cinéaste, rédactrice, directrice, cofondatrice de l'organisme Ikena, cofondatrice de I Don't Know More Québec. Et aujourd'hui, on te reçoit parce que tu es commissaire pour la bande dessinée, pour l'exposition sur la bande dessinée 500 ans de résistance autochtone. Oui, excusez-moi, ça a coupé, fait que j'ai comme entendu une dernière partie de la phrase, je suis loin, désolée. Donc, commissaire, 500 ans de résistance autochtone, c'est un livre écrit par Gord Hill, qui est d'une Première Nation en Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est la nation quoi? Oui. Elle est un peu dur à prononcer, mais oui, c'est vraiment du nord de l'île de Vancouver, cette nation-là. Donc, Oui. Widia, moi, j'ai eu la chance de te rencontrer lors du lancement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à la librairie La Livrerie à Montréal et qui, d'ailleurs, si les gens veulent se procurer le livre et aller voir justement l'exposition de ces planches de bande dessinée-là, c'est vraiment vraiment du très grand format là, comparativement au format de la BD. Là, si vous voulez faire le détour, ça vaut la peine. Donc, c'est environ une dizaine de planches du BD, de cette BD-là, pardon. Widia, comment est-ce que tu as fait le choix de ces planches-là et pourquoi avoir choisi des planches de ce livre-là? Oui, premièrement, comme je disais spécifique, c'est vraiment un processus que j'ai adoré faire parce que moi, j'adore la BD et je suis aussi militante, donc ça combinait vraiment deux mes passions. Puis je ne cacherai pas que le choix des planches a été assez difficile parce que, bon, si ça avait été de moi, j'aurais choisi toute la BD. Mais bon, il fallait que je fasse des choix, puis j'avais quand même une préoccupation que ça soit représentatif à différents niveaux. Fait que, donc, premièrement, représentatif au niveau territorial. Donc, c'est des des événements qui ont lieu à travers l'île de la Tortue, à travers l'Amérique du Nord. Donc, je voulais que ce soit pas seulement des luttes donc près d'ici, mais vraiment qui ont lieu, par exemple, les Mayas, dans le sud des États-Unis, etc. Donc, une diversité aussi de nations autochtones et aussi une diversité dans les époques, parce que dans la BD, il y a des événements de résistance autochtone qui ont lieu dès les premiers contacts, l'invasion des Européens, mais aussi au cours des 500 dernières années jusqu'à tout récemment, notamment avec I Don't Know More. Oui. Notamment, d'ailleurs, c'est une des planches que j'ai choisi I Don't Know More parce que moi-même, j'ai été impliquée dans ce mouvement-là. Bien, certainement, j'étais pas surprise quand j'ai vu ça. Le contraire m'aurait étonnée. Ça fait tellement de sens. Je veux dire, t'es vraiment impliquée dans la création du pan québécois là, de I Don't Know More, donc Fini l'inertie.
Oui, puis un autre truc que je voulais aussi représenter dans le choix des planches, c'est la présence et la participation des femmes autochtones dans ces mouvements de résistance-là. Donc, il y a vraiment des choix que j'ai faits quand on voyait qu'il y avait des femmes aussi là, qui étaient soit impliquées ou même carrément au front de ces luttes-là, qui étaient des guerrières. Donc, par exemple, il y a une super belle planche qui présente des guerrières mayas, puis à quel point elles ont été importantes dans les mouvements de résistance du peuple maya. Fait que c'est important pour moi aussi, là, en étant une féministe autochtone, de montrer aussi cet aspect-là. Fait que c'est vraiment ce qui a influencé mon choix des planches. Puis la première planche aussi, c'est la carte des Amériques, mais avec les nations autochtones. Donc, on ne voit pas les frontières coloniales des pays. Parce qu'il y avait des choix à faire de la sélection, parce que pour mettre les auditeurs et les auditrices en contexte, c'est costaud quand même, la BD, là. 500 ans de résistance autochtone de Gordon Hill, on parle de 120, au-dessus de 130 pages. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'histoires. Comme tu nous l'as dit, on va des premiers contacts avec les peuples sur l'île d'Haïti, avec les Taïnos, et on va en Amérique du Sud, on va au Mexique. Cette BD-là, c'était important qu'elle soit traduite en français, selon toi? Ah oui, tout à fait. Je pense que ça peut venir vraiment rejoindre un grand public, notamment, pas juste ici au Québec, là, mais toute la francophonie à travers le monde. Puis, tu sais, j'avais vécu notamment quand j'étais dans le mouvement I Don't Know More. C'était beaucoup au début un mouvement qui se passait en anglais. Puis j'avais réalisé aussi là, l'importance qu'il y ait du stock disponible aussi en français, autant pour les Autochtones là, qui ont besoin d'être sensibilisés, mais aussi des Autochtones qui sont plus à l'aise en français qu'en anglais, par exemple. Fait que je pense que c'est important aussi que ce soit accessible à ces publics-là. Puis je pense que c'est vraiment un excellent outil de sensibilisation pour les Autochtones, mais aussi un outil de réappropriation de nos histoires pour nous, les Autochtones. Ça fait vraiment du bien d'avoir de voir l'histoire présentée sous des points de vue autochtones et non par des propos rapportés par des historiens, des anthropologues allochtones, par exemple. Donc, moi, c'est pour ça que j'adore cette BD-là. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Quand je suis allée au lancement à la livrerie, j'ai amené une amie chilienne et un ami bolivien qui, lui, est de la nation Aymara. Et mon ami bolivien et sa conjointe québécoise ont acheté un livre pour leur fils, même s'il est plus jeune. Ils se disaient, c'est important qu'on ait ça dans notre bibliothèque. Ils trouvaient ça tellement intéressant. Tu sais, je pense quand on regarde même la page 73 qui répond à la question très simple, mais en même temps tellement importante. Qu'est-ce que le colonialisme en tant que tel? Des fois, c'est pas clair comme concept pour tout le monde. Donc ça, je sais qu'ils l'ont vraiment apprécié. Puis, je veux dire, on parle de la situation à Oka aussi. Quand on parle de choses plus près de chez nous, ben, il y a bien sûr là, justement toute la section sur I Don't Know More, la situation aussi avec Oka. El Spotog, oui. Onondaga Shutdown Canada, donc les Wet'suwet'en. On parle aussi de la lutte de la résistance au Dakota contre les pipelines. Donc, ça couvre large. On a vraiment voulu faire quasiment un outil de référence sur les résistances des peuples autochtones parce que pour interagir, puis souvent faire des conférences comme vous deux, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais on a souvent l'impression qu'on pense que les peuples autochtones ont été passifs face à la colonisation. Effectivement. Puis je trouve que justement, c'est une anecdote que je racontais justement au vernissage, c'est que moi, j'allais à l'école québécoise, puis dans les cours d'histoire, on parle des premiers contacts. On parlait des premiers contacts, puis ensuite, il n'y avait rien jusqu'à ce qu'on appelle la crise d'Oka. Puis comme si c'était rien passé entre-temps. Puis là, cette BD-là présente enfin
une bonne partie là, de qu'est-ce qui s'est passé en termes de résistance autochtone, justement, les 500 dernières années, puis montrer justement que aussi que c'est tout interrelié puis interconnecté, puis que même les mouvements de lutte aujourd'hui sont reliés à ce qui s'est passé les 500 dernières années. Ça, c'est un truc aussi que j'avais sensibilisé les gens quand j'étais impliquée dans Don't No More, les Allochtones, qui avaient l'impression que c'était un mouvement apparu du jour au lendemain, puis qu'on ne comprenait pas trop pourquoi, tu sais, qu'on se mobilisait, puis eux, c'était comme un mouvement apparu de manière random, là, puis ils ne comprenaient pas, mais tu sais, la BD, justement, aide à comprendre tous les liens entre ces luttes-là, puis justement montrer que c'est un mouvement global. Puis moi-même, ça m'a inspiré vers la BD parce que j'étais comme, wow, quand j'étais impliquée dans I Don't Know More, c'est relié à des luttes centenaires, mouvements de résistance centenaire, puis je me sens aussi comme connectée à des peuples autochtones qui sont aux États-Unis, au Mexique, puis à travers le pays aussi. Fait que ça Puis donne on se sent connecté peut-être aussi à nos ancêtres. Oui, effectivement. Tu sais, c'est comme une continuité finalement là, d'une lutte qui a commencé il y a longtemps. Puis, dans le fond, moi, ce que je vois dans cette œuvre-là, parce que c'est vraiment toute une œuvre, c'est l'importance de se raconter soi-même en tant qu'Autochtone. Ça va changer la perspective très certainement. Oui, tout à fait. Puis juste le fait que ça s'appelle aussi 500 ans de résistance autochtone, puis d'emmener ça sous la perspective de la résistance. Je trouve que déjà ça parle, le titre parle de lui-même. Puis c'est ça, je trouve que Cord Hill, qui est ici notamment un archiviste, avait tellement en fait un travail impressionnant, là, puis justement à travers une perspective autochtone que je sais même pas si on a déjà vu dans quel ouvrage équivalent. Là, moi, habituellement, ma référence, ça va être Métérialité sur les peuples autochtones par la Commission de la jeunesse et des droits de la personne, mais très certainement, celui-là est un outil avec un potentiel éducatif indéniable. Est-ce que tu sais s'il y a des écoles secondaires ou même des établissements d'études supérieures qui pensent l'utiliser ou qui l'utilisent comme outil d'éducation? Je sais pas, mais je l'espère tellement. Puis surtout aussi que la BD, je trouve, ça vient rejoindre aussi. C'est comme plus accessible aussi pour certains publics, puis notamment les jeunes, comparé, mettons, à des briques de texte écrit. Je trouve que la BD, c'est tellement un excellent moyen aussi d'éduquer là, sur ces réalités-là. Puis j'espère tellement que ça soit utilisé dans les écoles, dans les cursus scolaires, mais que ce soit même lu par le grand public et j'ose même dire les politiciens. Ah, ça serait bien. Qui devraient être sensibilisés justement. Une petite suggestion de lecture pour Premier ministre Legault, peut-être? Oui. Moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, puis je regardais la qualité des dessins, la qualité des textes, etc., c'est vraiment un livre d'une grande qualité. Je trouvais ça rafraîchissant, puis mon premier réflexe, j'ai dit à mes amis, ça fait changement des Tintins dans ma collection de BD, certainement. Oui, tellement, là, puis, tu sais, on est comme dans cette ère-là, de où est-ce que, là, nous, les Autochtones, on a vécu, tu sais, des lois qui nous empêchaient de vivre nos cultures, puis là, on est dans cette ère où est-ce qu'on se réapproprie nos histoires, notre image, nos narratifs, et ce qu'on appelle aussi la souveraineté narrative, puis je trouve que c'est tellement comme inspirant comme mouvement, puis je trouve que ça fait du bien justement d'avoir ces ouvrages-là qui, comme tu dis, là, c'est comme on a tellement eu pendant longtemps des ouvrages avec des clichés, des stéréotypes qui est racontés par d'autres personnes que nous. Mais là, enfin, on a ces tribunes aussi où est-ce qu'on peut se raconter nous-mêmes avec nos réalités et nos perspectives. Entre autres, tu es aussi l'Anishinabégi, que tu aimes beaucoup la culture populaire comme Star Wars ou Marvel. Tu participes même à des podcasts puis des émissions, puis ton côté
une partie de ton identité ou une de tes facettes, c'est ça. Est-ce que ça te donne espoir? On le voit avec Echo, on le voit avec What If, on l'a vu avec beaucoup Mm. d'éléments comme ça, Ouais. que non seulement nous, on raconte nos histoires, mais que nos histoires puissent être reprises de plus en plus dans la culture populaire aussi, en Oui, terminant. c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Fait que nous, il y a comme nous qui créons nos propres œuvres, nos propres histoires. Il y a aussi comme toute la question de la représentation des peuples autochtones dans la culture pop et les franchises plus mainstream. Puis là, il y a vraiment comme de plus en plus ce réflexe-là de travailler en collaboration pour s'assurer que ce soit réelle, une représentation plus authentique et qui est voulue, en fait, par les peuples autochtones qui sont représentés dans ces films ou séries-là. Fait que ça vient changer, justement, des co-canteurs ou s'éloigner de inspiration autochtone avec collaboration autochtone. Fait c'est ça. Fait qu'on passe de l'inspiration à la collaboration. Puis là, on l'a vu, justement, avec des séries comme finalement avec Echo, What If dans Marvel, où est-ce que là, ça a vraiment été fait en collaboration avec les peuples là, qui sont représentés dans ces séries-là. Puis c'est vraiment fait d'une manière beaucoup plus appropriée et représentative. Dans le travail que tu fais aussi rapidement, là, il nous reste quelques secondes pour terminer, tu es aussi cofondatrice directrice et cofondatrice de l'organisme Mikana. Mikana qui fait de l'éducation populaire, ça peut être dans les écoles ou dans les entreprises. C'est M-I-K-A-N-A pour ceux qui seraient intéressés à se doter de vos services. Et puis, pour ceux qui veulent aller faire un tour justement à la livrerie à Montréal jusqu'à la fin du mois de mars, c'est au 1376 rue Ontario-Est. Donc, vraiment pour aller voir ces belles planches, ces beaux dessins en très grand format. Merci beaucoup, Idia Larivière. It's Miigwech. Oui. Gojuakena, 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 Gojuakena. Hey, cuando daya, hey, cuando de aneo. Gojuakena, 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 Gojuakena. Hey, cuando daya, hey, cuando de aneo. Alors, on écoutait T-Cloud avec Gojua Kwandudaye. T-Cloud est un chanteur Mi'kmaq originaire de Metepanagag au Nouveau-Brunswick. Puis il est actif depuis une quinzaine d'années dans les powwows avec son groupe, les Sacred Wolf Singers. Donc, T-Cloud qui fait de la musique assez traditionnelle, quelqu'un de bien inspirant. Actualité, Sophie-Claude. Comme on en parlait à l'autre pause musicale, moi, j'ai écouté la cérémonie des Oscars Oui. ce dimanche, en fait, semaine passée.
On regardait tous qu'est-ce que portait Lily Gladstone. Moi, quand j'ai vu les Osage arriver aussi, fouler le tapis rouge aux Oscars, j'étais donc fière de les voir habillés avec leur régalia. Ils étaient beaux, ils étaient fiers. Lily Gladstone qui a fait faire sa robe, c'est une collaboration avec Gucci et un artiste autochtone. Donc, toutes les fleurs qu'il y avait sur sa robe ainsi que ses boucles d'oreilles, c'était toutes perlées à la main, bien sûr, comme les Autochtones. On est vraiment des grandes amateurs, amatrices de perlage. Donc, il y avait vraiment... moi, c'est la première fois que je vois une maison comme Gucci s'associer avec un designer pour intégrer vraiment du perlage, mais sans nécessairement dicter aux perleurs quoi faire. Ça a été vraiment une collaboration d'égal à Hmm. égal. Euh, Tristement, par exemple, elle n'a pas gagné l'Oscar qu'on espérait l'avoir gagné. Ben ouais, en fait, Killers of the Flower Moon ont remporté un seul Oscar, mais on espérait comme interprète féminine de l'année. Par contre, dans son discours, Emma Stone, qui a gagné, a quand même dit qu'elle partageait ce prix-là avec Lily Gladstone et qu'elle était en admiration devant Lily. Donc, très certainement, c'était agréable. Elle a remercié tout le monde, mais elle avait vraiment une pensée spéciale et elle a dit des mots spéciaux pour Lily Gladstone. Donc, certainement, elle marque quand même l'histoire car c'est la première femme nominée pour l'interprétation d'un rôle féminin de l'année. Restons dans le cinéma. Mhm. On dit qu'il y a une influence des Premières Nations qui est méconnue derrière Frank Herbert, derrière Dune de Frank Herbert. Mhm. Donc, il y aurait justement, on voit quand on regarde le film puis on lit les livres, cette question-là où on voit l'influence arabe, mais Oui. toute la question des freemen qui sont sur leur terre, Mhm. ça fait penser à nos histoires, hein? Tellement, moi j'ai vu les deux films, je suis allée voir Dune Ah, aussi au donne-moi cinéma. pas trop de spoilers là, pour le Ah, deuxième. si t'es gentil, je t'en donnerai pas trop. Mais honnêtement, ça vaut la peine. Moi, j'y retournerai. Là, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est drôle, il y a sur Internet un homme qui vient plus de l'Ouest, là, des plaines, Arnell Tailfeather, qui fait beaucoup de mimes très, très connus, qui deviennent souvent très viraux. A fait beaucoup de mimes justement sur Dune et sur les Freemen, etc. Donc, t'es pas le seul à avoir cette association-là. Et moi aussi, en regardant le film, je peux dire que j'ai quand même un certain parti pris, disons-le. Il y a une influence. C'est comme quand on regarde Avatar aussi, même si je suis pas mal plus critique par rapport à Avatar, Ouais. il y a clairement des influences par rapport à nos réalités en tant qu'Autochtones et le fait de vivre en communauté où un processus colonialiste a eu lieu, très certainement. Mhm. Plus proche de nous, il y a bientôt une semaine qu'on appelle la semaine mythique. Oui, c'est la 9e année de cette semaine-là qui met en lumière les perspectives, les savoirs et les cultures autochtones à l'Université de Montréal. Donc, ça prend place du 18 au 22 mars. Les communautés étudiantes, employées sont invitées à célébrer les premiers peuples et les cultures. Moi, c'est Anna Mapachi qui est à l'origine de cette semaine-là, avec Emmanuel Dufour et bien sûr tous les gens du Cercle Quapi. Quand j'avais étudié à l'Université de Montréal en 2002-2003, il n'y avait même pas d'association étudiante autochtone. J'ai aidé à créer le Cercle Quapi. Donc, de Hmm. voir qu'il y a encore des semaines comme ça, parce que c'est bon pour accueillir les étudiants autochtones, mais aussi tous les Ouais. autres étudiants qui sont autour. On a beaucoup d'étudiants immigrants aussi. Et le fait d'avoir une proximité comme ça, souvent, ils vont monter un chapoutoine directement. Là, donc, au lieu du tipi, là, c'est comme le tipi allongé d'un peu plus là, ovale. Les Là. Inuits. Ouais, c'est ça. Les cris aussi, on utilise des Ah oui, chapoutoines. OK. Ouais, ouais, ouais. Quand on fait la cérémonie des premiers pas, plusieurs familles vont se réunir à l'intérieur. Puis là, on Mhm. va faire... partager le festin, là, où est-ce qu'on mange de l'outarde puis de l'orignal au lever du soleil. Là. Mais il va y avoir ça, il y a des prestations musicales, il y a des films aussi, et il y a des discussions. Donc, je sais que toi, tu vas faire partie de ces discussions-là, Alexis? Oui, mercredi, je vais faire partie d'une de ces discussions-là sur certains aspects juridiques.
Oui, ben ça, écoute, si je peux, je pense pas pouvoir, mais j'invite tout le monde à aller voir ça parce que certainement, c'est des bonnes discussions. C'est quand même ouvert à tous, même si on dit étudiants, employés, si vous y allez, là, je veux dire, je pense que tout le monde est invité à participer à ça. Puis c'est important d'avoir ces discussions-là aussi. Euh, Moi, il y a de ces semaines-là, honnêtement, on en voit de plus en plus dans plusieurs universités, plusieurs cégeps, là, même avant la création de l'Institut Kiona. On voit même des powwows à McGill puis à Concordia, je pense. Oui, McGill, ça fait quand même plusieurs années là, qu'ils ont leur powwow, puis il a grandi de plus en plus. Concordia, c'était leur deuxième à l'automne. Donc, OK. moi, je trouve que ça fait du bien. C'est une façon de tenter de décoloniser, puis aussi d'avoir justement une porte ouverte, puis où est-ce que les gens non autochtones peuvent avoir une occasion de se renseigner aussi, parce que moi, dans ma vie personnelle, des fois, je suis un peu tannée d'être un atelier de sensibilisation. Puis là, des fois, ils disent, ben là, tu veux pas parler d'Autochtones. Moi, je m'intéresse à toi. Ouais, mais tu pourrais t'éduquer aussi par toi-même. Puis après ça, on pourra en reparler. Un autre organisme, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est Projet Autochtone du Québec. Oui. Moi, j'ai aidé à créer Projet Autochtone aussi du Québec quand je travaillais au Centre d'amitié autochtone à Montréal au début des années 2000. Et en fait, la semaine passée, PAC avait lancé son service de navette. Donc, il y a eu Oui, on en vraiment... a parlé un petit peu, ouais. Oui, on en a parlé un peu. Et puis, je trouve que ça, là, c'est vraiment... ça prend quelque chose d'approprié parce que les services pour les personnes en difficulté généraux, si on peut dire, pas spécifiques aux Autochtones, des fois, c'est pas culturellement approprié, puis des fois, il peut y avoir des barrières de communication au niveau de la langue, etc. Quand on fait juste référence aux Inuits, quand ils répondent oui ou non, ou est-ce que ça va être plutôt avec un signe des yeux puis des sourcils que verbal. Donc, ça, moi, en tout cas, ça me fait du bien de voir ça. Puis, il y avait bien sûr l'aîné Cédalia Fazio qui a participé à une cérémonie traditionnelle d'ouverture. Justice climatique, les dirigeants des Premières Nations sont réunis jusqu'à jeudi, donc il était jusqu'à jeudi dernier, pour mieux se préparer aux incendies de forêt, aux inondations, aux effets des changements. On sait que les changements climatiques, le réchauffement planétaire, euh, est causé par les sociétés industrielles, Mhm. mais touche en premier les peuples autochtones. Très clairement. Moi, on en parlait quand on parlait justement de l'expédition Première Nation avec les skidoo, l'expédition de skidoo, que justement, ils ne pouvaient pas traverser certains lacs parce que c'est Ouais. gelé. Moi, j'ai entendu qu'en décembre, il y avait des outardes qui pondaient des œufs à Ottawa. C'est vraiment... Ça a une grosse influence, puis c'est directement lié. Aussitôt que le territoire est affecté, non seulement c'est pour notre rythme de vie culturel, donc de vivre sur le territoire, faire des activités de chasse, de pêche, et de cueillette, etc. Ça, non seulement c'est affecté, mais ça affecte toute la faune, la flore, et donc ça affecte ensuite nos activités de chasse, et donc notre alimentation, et donc notre santé. Donc ça... Puis notre culture, Exactement. Ah oui, parce que ça vient, comme on l'a vu avec Jean-Luc Canapé, le caribou pour les Inuits, c'est leur culture. oui. Donc, tous ces changements-là, c'est souvent nous autres qui en prenons plein Ben, les la cris, gueule, disons. ben, les cris Ouais, aussi, nous autres, là, la chasse à ben oui. l'outarde au printemps, là, je vous dis, les gens de ma communauté sont plus enthousiastes pour la chasse à l'outarde que pour les fêtes de Noël, là, des fêtes, là, même si c'est des gens OK. très pieux, très religieux. Ça va être bientôt les congés culturels. Oui, tout T'avances à cette fait. année, j'imagine? Ben, ils peuvent ajuster un peu, mais pas tant que ça, parce qu'il y a quand même le calendrier scolaire à respecter. Donc, Hum. habituellement, ils essaient de planifier le plus possible, mais ils peuvent apporter des modifications si besoin. Donc, dernière nouvelle, externat pour autochtones. Les externats, c'est entre l'école résidentielle ou le pensionnat et, on pourrait dire, L'école de l'arabe des jour. années 60. C'est des écoles de jour, ouais, c'est ça. Mhm. Où de nombreux survivants du système fédéral viennent dénoncer le fait qu'ils n'ont pas été bien défendus par le cabinet qui était supposé les défendre. Et on demande à rouvrir l'entente parce qu'il y aurait eu beaucoup d'injustices dans le règlement de cette affaire-là sur les écoles de jour autochtones. Ouais, on va suivre ça. On espère vraiment qu'il va y avoir un règlement parce que ça aurait lieu de prendre place.
Alors, c'était Coué Bonjour avec Alexis Wawanoloat. Et Sophie-Claude Miller. À la régie, on a Monsieur Mathieu Tessier et à la recherche, Claire Guérin et Sylvestre Déterre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.